Est-ce que c'est normal que je m'appelle pas Salut, je Hello, m'appelle Narcisse hello. Wanji, je suis réalisateur et je vous invite à suivre nos cultures. Je m'appelle Dorine Roulachitse, je suis directrice générale d'Africalia et je vous invite à suivre nos cultures. Bonjour, je suis Malik Kébé, je suis le directeur général du Fonds de développement des arts et de la culture de Guinée. Faites comme moi, suivons les actualités de nos cultures. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir pour ceux qui sont sur un autre fuseau horaire. Fidèles du Forum culturel, nous sommes ravis de vous retrouver et bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent pour la première fois. Le Massa et nos cultures s'allient pour lancer la saison 3 du Forum culturel. Donc, à partir de ce mois de décembre, un panel en ligne sera proposé chaque mois pour les grands enjeux du spectacle vivant en Afrique. Aujourd'hui, nous inaugurons ce partenariat sous le thème Économie des arts vivants, survivre, se réinventer, coopérer. C'est un thème très important qui nous concerne tous, artistes, professionnels de la culture, passionnés aussi des arts vivants en Afrique. Face à la fragilité des modèles économiques du spectacle vivant sur notre continent, les artistes, opérateurs africains innovent, s'organisent et s'allient. Mutualisation, coopération, diversification, mais surtout innovation, autant de stratégies pour continuer à créer, produire, diffuser, mais surtout créer de la richesse et vivre. Ce panel interroge les nouveaux équilibres de l'économie des arts vivants et des modèles solidaires qui façonnent l'avenir du théâtre, de la musique et de la danse sur notre continent. Sans plus attendre, commençons par présenter nos panélistes avec nous, Monsieur Ousmane Bangaré, économiste planificateur, conseiller des affaires culturelles, directeur de la planification des études de la formation du Centre régional des arts vivants en Afrique, CERAF, centre catégorie 2 de l'UNESCO, structure d'appui à la mise en œuvre de la Convention 2005, spécialisée dans la promotion des arts vivants et des industries culturelles et créatives en Afrique. Membre du Conseil scientifique et culturel de CERAV Afrique, membre de l'équipe nationale d'élaboration du 3e et 4e rapport périodique quadriennaux RPQ, Burkina Faso, sur la Convention 2005, nous y reviendrons plus tard, membre de comité de rédaction OCPA News, enseignant dans la section culture de l'Institut régional d'administration de la région Bobo Dioulasso, ancien responsable des études du renforcement des capacités de la direction et de la promotion des industries culturelles et créatives. Avec nous aussi, Madame Wafa Belkacem, de Tunisie. Madame Belkacem, elle est cofondatrice et directrice du Culture Funding Watch, organisation dédiée à l'accompagnement des artistes et acteurs culturels dans la mobilisation des ressources et accès à l'information sur les financements. Forte de plusieurs années d'expérience au sein d'institutions culturelles, gouvernementales et non gouvernementales, dans le Supreme Council of Antiquity of Egypt, délégation de l'Union européenne, elle développe une expertise solide dans le soutien des ICC en Afrique. Madame Belkacem a contribué à plusieurs publications de référence sur les ICC
parmi lesquels le rapport sur la politique culturelle de la Tunisie 2010, la cartographie rapide des politiques culturelles dans la région MENA 2019, Middle East North Africa. Elle a également conduit des études majeures sur l'entrepreneuriat culturel, la faisabilité d'incubateurs dédiés au ICC et l'économie créative dans le cadre des programmes de financement européens. Notre troisième panéliste, M. Sylvain Bacle, est un acteur engagé des politiques culturelles. Parcours professionnel et politique mené entre l'Europe et l'Afrique s'inscrit dans une dynamique de dialogue interculturel, de transmission et de respect des pays du Sud, de leur résilience et de leur créativité. À Nantes, il a conduit plusieurs projets culturels structurants. Il est le créateur du directeur de Skate Park, le hangar, dédié aux cultures urbaines, puis administrateur du festival Tissé Métis de 1993 à 2016, avant de s'en assurer la direction, la production et la programmation. Il a également dirigé le fonds documentaire Tissé Métis, spécialisé en sciences sociales, mémoire de l'immigration, lutte contre la discrimination et faits de société. Depuis janvier 2025, M. Bacle est consultant senior en Afrique pour le développement du groupe Empire Bénin, producteur du Festival international des arts du Bénin, FINAB. Parallèlement, il a exercé plusieurs mandats électifs, notamment comme adjoint maire chargé des relations internationales, puis de la jeunesse et de l'éducation. Et enfin, conseiller municipal à la commission coopération décentralisée et culture. J'espère que je n'ai rien oublié. Chers panélistes, bienvenue. Bonjour à tous. Sans trop tarder, bonjour Monsieur Haussmann, bonjour Madame Wafa. Sans trop tarder, on va attaquer avec le premier axe, avec Monsieur Bacle. La première question s'adresse à Monsieur Bacle. Donc, à la lumière de votre parcours international, comment expliquez-vous la capacité de résilience des acteurs culturels des pays du Sud et quelles formes de survie vous apparaissent aujourd'hui les plus inspirantes? Alors, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup posé pour à la fois comprendre d'où venait la créativité des pays du Sud et du continent africain, puisque c'est bien de cela que l'on parle, et en comparaison avec mon expérience européenne, pourquoi les modèles ne sont pas identiques. Je me suis aperçu tout d'abord que ici, sur le continent, on a toute la problématique d'infrastructure, on a toute la problématique d'engineering qui se pose et qui est en passe d'être résolue, puisque de plus en plus, il y a de l'investissement sur ces capacités pour pouvoir justement produire mieux, présenter mieux toutes les initiatives culturelles. Cependant, c'est bien le manque à la fois de moyens et l'isolement de départ des acteurs culturels qui ont forgé leur résilience pour arriver à imaginer, créer, produire avec peu de moyens. Chose qu'en Europe, on ne sait plus faire aujourd'hui. Et c'est vraiment la comparaison et la bascule. Et aujourd'hui, je vois, de par ma nouvelle expérience ici au Bénin, que de plus en plus, les acteurs culturels, que ce soit dans la sous-région ou sur le continent, aspirent à avoir des conventions de partenariat, à produire des échanges, à produire de plus en plus de travail commun. Et la base de leur résilience commence justement à s'épanouir autour de ces projets qui peuvent se faire. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a un bel exemple. Hein. Le FINAB ici au Bénin et le MASA travaillent ensemble, échangent, produisent s'il le faut, et on se retrouve bien, à dialoguer et à avoir un dialogue interculturel. Merci Monsieur Sylvain. La question suivante s'adresse à Madame Wafa. Justement, le financement, il est au cœur des préoccupations et des priorités. Et quels sont aujourd'hui les principaux obstacles qui empêchent les artistes opérateurs de sécuriser les ressources durables? Quelles sont les compétences aussi qui deviennent indispensables pour y faire face? En fait, l'obstacle, il est à la fois structurel et de savoir-faire et de compétences. Je prends la première partie qui est structurelle, c'est-à-dire que la façon, ou ce que j'appelle financial strategy, les stratégies de financement et les mécanismes mis en place pour
transmettre justement les ressources, je préfère le mot ressources que les financements, parce qu'il n'y a pas que les financements dont on a besoin, sont en fait elles-mêmes alimentent ce problème d'accès aux ressources. Cette façon de ne penser qu'à dépenser des budgets, que ce soit d'État, d'organisation internationale, etc., fait on alimente cette logique, et surtout une approche qui est project-based, donc une approche projet, qui empêcherait les structures ou les entreprises créatives d'avancer de manière structurée, parce qu'on les oblige justement de fonctionner en très court terme, de ne pas avoir les moyens, de ne pas ni être accompagnés pour structurer. Vous trouverez en France, en Allemagne, en Europe, des fonds dédiés pour soutenir les réseaux, rien que les réseaux, juste pour que les gens puissent se rencontrer, se mettre en réseau. En Creative Europe, il y a un appel chaque année avec des montants conséquents. On est fric to visa. Déjà, pour qu'on puisse avoir de quoi structurer et appuyer une structure dans son écosystème qui est majeur, qui joue un rôle important, n'existe pas. Donc, il y a des problèmes. Et ça, ce n'est qu'une partie du problème structurel. On n'a pas le temps d'en parler tous, mais juste pour que vous compreniez que le problème, il est au-delà de l'habituelle réponse de qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas vrai. Le problème n'est pas uniquement ça. Après, c'est aussi à partir le côté, c'est le côté compétence et savoir-faire. Pareil, on a besoin de former les gens sur ces questions-là. Aussi bien les receveurs ou ceux qui ont besoin de ressources pour créer, produire, se rencontrer, apprendre, mais aussi on a besoin d'éduquer beaucoup ceux qui les soutiennent. Il y a beaucoup d'éducation et de formation à faire du côté investisseurs, bailleurs, ministères, sur ce que ça veut dire que financer la culture. Et ce n'est pas dépenser un budget qui était alloué. Il y a une très grande différence dans les deux approches. Il y a aussi, et du côté acteurs eux-mêmes, il y a beaucoup d'éducation à faire sur ce que c'est que, qu'est-ce qu'il nous faut. On est pareil, pendant très longtemps, la façon de fonctionner d'écosystème a conditionné les gens de se focaliser que sur un seul type de ressources, la subvention ou la résidence, alors que la mobilisation de ressources, c'est un métier à part. Vous devez, c'est un producteur, mais il y a aussi un spécialiste de béton. C'est mon métier depuis 20 ans. Ce n'est pas par hasard que tu as un métier qui est reconnu dans les corps de métier dans d'autres pays et qui est en tant que tel. On ne peut pas développer un écosystème où une compétence aussi essentielle manque cruellement. On a quasi inexistante. Quasi, parce qu'on peut m'objecter en me disant mais si, il y a des freelanceurs. Non, nous avons des grandes hunters, nous avons des chasseurs de subventions, nous n'avons pas des spécialistes de mobilisation de ressources. Et résultat, encore une fois, ça crée ce cercle vicieux. Quand tu te fais appuyer pour quelqu'un qui ne sait t'orienter que vers un seul type de ressources, vers une seule stratégie de durabilité financière, tu es orienté, tu restes dans ce cercle de dépendance, de ne pas pouvoir réfléchir autrement, de ne pas mettre en place des stratégies qui t'aident à te stabiliser financièrement plutôt que peut-être à avoir de l'argent. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir de l'argent qui va te nuire. Ce que j'appelle, moi, des fois, des subventions empoisonnées. Il vaut mieux ne pas les prendre. Donc, voilà, c'est trop grand comme débat, mais on a besoin de travailler sur il faut qu'on ait une approche écosystème pour la question de mobilisation. Il faut qu'on s'assure qu'on a des décideurs qui mettent en place, qui designent des stratégies de financement, soit au courant, qu'on prenne les secteurs, qui changent de mindset. On a besoin aussi d'entrepreneurs, de créatifs, d'artistes, pas forcément tous les artistes, hein. L'artiste n'a pas besoin d'être aussi fundraiser et manager, mais qu'il y ait au moins une initiation pour qu'il puisse prendre des décisions importantes quand quelqu'un le conseille. Merci Madame Wafa. Monsieur Haussmann, en tant qu'économiste planificateur, comment analysez-vous les fragilités ou la fragilité actuelle des modèles économiques? Et quels déséquilibres structurels doivent être corrigés en priorité, selon vous? Merci pour la parole. Il faut dire que en matière économique, l'une des difficultés majeures dans la filière et du secteur demeure vraiment l'absence de statistiques sur l'ensemble des retombées économiques relevant de la filière et du secteur culturel en général. Donc, je vais donner quelques statistiques. Il faut dire que selon le rapport mondial 2022, la culture et la créativité représentent 3,1% du PIB, du produit intérieur brut mondial.
et 6,2% du total des emplois. Les exportations des biens et services culturels sont aux environs 389 milliards, ce sont les données de 2019. Ça, c'est le rapport mondial 2022. Il y a eu le rapport mondial de l'UNESCO sur les politiques culturelles en 2025. Les statistiques, il faut dire que les industries culturelles et créatives représentent 3,39% du PIB mondial et 3,5% de l'emploi mondial. Donc, ce sont des statistiques. Au Burkina aussi, comme je suis au Burkina, il y a les données dans les différents pays africains. En 2023, la contribution des industries culturelles et créatives au PIB est estimée à 3,78%, 68% en 2021. Donc, les défis majeurs par rapport à la filière art vivant, il faut dire que de nombreux blocages structurels et conjoncturels entravent son développement et les crises récentes qui ont accentué carrément la précarité du secteur. Dans les régions comme le Burkina Faso, les pays du Sahel, l'insécurité, l'annulation des événements, les restrictions des déplacements, la fermeture d'espaces d'expression, la chute de la demande extérieure, la crise économique avec la baisse du pouvoir d'achat et la contraction du marché intérieur. Donc, je pense qu'il y a la crise sanitaire Covid-19 qui a entraîné aussi un arrêt brutal des spectacles qui a souligné carrément le retard dans la digitalisation des modèles économiques et culturels. Voilà. Et quel rôle jouent aujourd'hui les organismes et réseaux panafricains comme le CERAF dans le renforcement de la résilience des acteurs du spectacle vivant face à la précarité structurelle du secteur? Il faut dire que le CERAF Afrique, c'est une institution de coopération et d'échange en matière culturelle en Afrique. Donc, le CERAF organise beaucoup d'activités en matière de coopération avec les acteurs. Il faut dire que pendant la crise de Covid, nous avons organisé le résiliat sur l'impact de Covid-19 en Afrique. L'impact de Covid-19 se fait encore ressentir aujourd'hui? Non, pas tout à fait, mais bon, au regard des situations engendrées, donc les conséquences ont permis carrément d'encourager carrément la digitalisation, les créations, les productions, créations et puis diffusion des arts du spectacle. Merci beaucoup, Monsieur Haussmann. Pour Monsieur Bach, votre expérience dans les cultures urbaines et les espaces alternatifs témoigne d'une forte capacité d'innovation. Comment ces modèles peuvent-ils aujourd'hui inspirer des nouvelles manières de produire, de diffuser les arts vivants, afin justement de pouvoir s'adapter aux nouveaux environnements, aux challenges et surtout les challenges culturels, sociaux? Je reste persuadé que c'est à la fois l'observation des activités nouvelles et je dirais de l'expression artistique nouvelle qui fait qu'on peut effectivement avoir du renouvellement à la fois dans les idées, à la fois dans la construction des ICC et à la fois dans le portage des projets. Il y a des publics. Ces publics évoluent et le goût de ces publics évolue. Je pense que si on n'est pas en observation de ces publics par rapport à leur activité propre, c'est-à-dire ce qu'ils vont écouter, ce qu'ils vont voir, etc., on ne peut pas suivre leur évolution. Vous parlez effectivement de mon expérience des cultures urbaines. Elle a été vraiment calquée sur une demande de l'époque. C'est-à-dire qu'après observation du terrain de la glisse urbaine, on s'est aperçu qu'il y avait
de plus en plus d'activités culturelles qui étaient liées à ces activités sportives et que les acteurs culturels de ces réseaux n'étaient pas forcément portés par les collectivités, par les financements et n'avaient pas de scène. C'est la même chose aujourd'hui si on observe plusieurs activités culturelles sur le continent. Certains n'ont pas encore de scène, d'autres en ont trop peu. Je citais un exemple, c'est le slam aujourd'hui, par exemple, au Bénin. Nous, le groupe Empire, on offre une scène au slam grâce à un accord avec l'Institut français du Bénin. Il y a encore beaucoup à faire et lorsque l'on est sur des sessions de slam, sur des slam challenge, on s'aperçoit qu'il y a d'abord beaucoup de jeunesse, et ça fait partie aussi du renouvellement que d'accompagner cette jeunesse, et qu'il y a une créativité extraordinaire pour laquelle il faut donner de la visibilité, de l'espace scénique, des moyens, etc. Certainement qu'il y a aussi d'autres exemples à donner, et je pense que mes collègues peuvent en donner sur ces panélistes, peuvent en donner sur ces cultures urbaines. Après, il y a aussi d'autres activités. Il y a la danse. La danse sur le continent africain a besoin d'être portée. C'est une des premières activités culturelles. Et pourtant, je trouve qu'elle est encore délaissée. Elle n'est pas assez structurée. On doit accompagner la danse, on doit accompagner les troupes, on doit accompagner la créativité, on doit donner aussi de la scène. Voilà, si je ne vais pas trop m'étendre parce que je pourrais dire plein de choses. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Sylvain. Madame Wafa, comment analysez-vous l'évolution actuelle des opportunités de financement pour les arts vivants en Afrique et quels sont les freins qui persistent pour structures émergentes et de petite taille? Alors, pour l'instant, je pense qu'avec les conjonctures actuelles, on ne voit pas un vrai changement sur le volume. Okay, mais je pense que le changement se fait dans les mentalités. On a de plus en plus de discussions justement sur les questions de financement. On a beaucoup plus d'acteurs qui s'intéressent à la chose et en particulier les acteurs locaux. Parce que pour moi, si on veut vraiment sortir de ce problème structurel de financement, il faut qu'on construise des écosystèmes qui sont soutenus par les moyens locaux, des philanthropes locaux, des capitaux locaux. Il n'est pas normal et il n'y a aucun secteur qui se mettra debout et il est inacceptable que dans nos pays, ces secteurs-là soient encore 80% dépendants de partenaires internationaux. Ça ne tient pas la route, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il y a un besoin de travailler sur les philanthropies locales. Et pourquoi on a ces barrières? Il y a des barrières légales. D'accord? Dans certains pays, par exemple, le cadre légal et administratif, il travaille carrément contre l'émergence par exemple, de fondations locales. Parce que il n'y a pas, par exemple, si tu prends la Tunisie, l'Algérie, j'ai vu aussi, je crois que c'était aussi où est-ce que j'étais récemment? Je crois que c'était en Tanzanie. Il n'y a pas un statut à part pour les fondations. Donc, soit tu es secteur privé, soit tu es une association. Et ça a des implications fiscales énormes sur la personne qui a envie, le philanthrope qui a envie de faire quelque chose pour l'art. Donc, c'est déjà une barrière à ça. Ensuite, donc, on a une barrière d'un point de vue de faire augmenter justement et grandir le pool de ceux qui pourraient soutenir et accompagner les arts et les artistes. Côté maintenant, obstacle qui est majeur, c'est la mobilité. Donc, on peut avoir tout l'argent du monde, on peut avoir toutes les scènes du monde, mais si un artiste des arts de la scène ne peut pas se déplacer d'un pays à un autre, dans certains de nos pays en Afrique, carrément d'une ville à une autre, c'est un problème. On peut pas, pour certains, surtout pour l'art de la scène, la question de la mobilité, elle est fondamentale. Donc, elle est liée effectivement à la question de l'infrastructure, mais on a ce problème de visa. Donc, ça commence à changer aussi. Il y a de très bonnes nouvelles. On a maintenant, je crois que sur cette année, j'ai vu 3 pays qui ont aboli le visa pour tous les citoyens africains. Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Tanzanie, je crois aussi, je suis pas sûre, mais tu vois, il y a un mouvement, il y a une tendance qui est en train de se faire et c'est très, très bien. Ça se simplifie parce que je me rappelle dans certains pays, quand tu es est-ce que c'était le Zimbabwe? J'espère que ça a changé depuis, mais à un moment donné, au Zimbabwe, tu as besoin de, je sais pas, 7 approvals de 7 ministères différents
pour que tu puisses faire venir un artiste et qu'il puisse faire son touring là-bas. C'est un vrai problème. Et ça a créé aussi, en partie, c'est lié au fait qu'on ne connaît pas vraiment c'est quoi la mobilité intra-africaine. Il y a très, très peu d'études qui sont allées au-delà de regarder qui finance. On s'en fiche. Honnêtement, moi, je m'en fiche que c'est l'Institut français ou le Goethe ou qui est en train de donner des fonds de mobilité. Ce qui m'intéresse, c'est les tendances, les gaps, les expériences locales, les idées innovantes. Et je viens de finir une étude, donc, justement, sur ce continent-là, sur cette question-là, pardon, au niveau continent. Et en fait, on est parti de l'hypothèse à l'inverse. Je veux challenger ce narratif de dire qu'il n'y a rien, que nos gouvernements ne donnent rien ou personne ne donne à part les partenaires habituels dans la mobilité. C'est faux. Il y a quelques expériences qui sont très intéressantes et qui mériteraient justement d'être poussées, d'être portées pour nous pour qu'elles soient adoptées dans d'autres pays. Ce sont des solutions qui sont beaucoup plus adaptées à nos réalités. Je cite le cas du Niger. Au Niger, la mobilité, elle est soutenue pas à travers pas uniquement en tout cas, à travers donner de l'argent pour qu'un artiste puisse, par exemple, aller de Niamey à Ouaga pour la FESPACO, mais en fait, ils soumettent pour avoir un bus ou un 4x4 qui est capable de transporter toute la troupe. Et donc, l'application, le dossier de candidature, c'est un dossier en fait pour bénéficier d'un bus pendant X nombre de jours en fonction de leurs besoins. C'est extraordinaire parce que le décideur, dans ce cas-là, a fait un choix très intelligent en disant j'ai très peu d'argent de toutes les manières. Soit chaque année, je vais le donner à 3 personnes et j'attends le prochain budget s'il y en a, soit je l'investis en une approche qui pourrait bénéficier à beaucoup plus de personnes. Et c'est là en lien avec ce que je vous ai dit, cet rapport je disais tout à l'heure, on a un budget à dépenser versus j'ai un petit montant à investir. Vous voyez, c'est deux approches très différentes de la part d'une institution publique. Comment elle maximise le peu de ressources dont elle dispose. Et je pense que cet exemple de Niger est porteur d'espoir. C'est extraordinaire. Il y a des solutions innovantes et intelligentes à des problèmes africains et qu'il faut les chercher en Afrique. Voilà. Et ce sont des questions inhérentes et surtout contextuelles. Chaque pays a ses spécificités, donc on ne peut pas appliquer un canevas dit généraliste ou même importé pour des réalités qui sont endémiques et intrinsèques. Et justement, dans un contexte où les modèles traditionnels s'essoufflent aujourd'hui, quelle forme de diversification ou d'hybridation, si on peut parler de financement, vous semble plus pertinente aujourd'hui? Alors, moi, dès le début, c'est pour ça que j'aime pas le mot fundraising. Moi, depuis toujours, je préfère le mot mobilisation de ressources. Et ça implique que dès le départ, il faut mixer. Et quand on parle de ressources, on ne parle pas que du cash. La ressource peut être du mentorat, ça peut être du échange de savoir-faire, échange de compétences, ça peut être en nature, ça peut être Donc, il y a énormément, et l'intérêt, il est là. Il faut qu'on puisse changer le mindset et pouvoir mixer. Comme tu le dis, c'est selon le contexte, ce qui existe, ce qui correspond. C'est pour cela que, encore une fois, je reviens au problème structurel de designer, de concevoir des stratégies de financement de politique publique ou de stratégies de financement pour l'art et la culture. Il faudra que de l'autre côté, pour que moi, c'est-à-dire si tu me conseilles moi et tu m'apprends moi en tant qu'acteur culturel qu'il faut mixer, il faut utiliser ça. D'accord ? Mais si ces ingrédients-là n'existent pas dans mon écosystème, ça sert à rien de me faire une formation ou m'accompagner. Donc, il faut aussi que les acteurs qui soutiennent l'art prennent conscience et diversifient eux-mêmes les ressources et les mécanismes qu'ils mettent à disposition de leur industrie culturelle et créative. Et c'est là ce que j'appelle le smart financial engineering for cultural policies. Il faut avoir des politiques de financement intelligentes pour les politiques culturelles. Ça veut dire qu'il se base sur les principes de diversification, aussi bien la diversification des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire l'État doit faire en sorte qu'il y ait des philanthropistes locaux. Ça fait partie ça devrait être partie des objectifs et des programmes qu'un ministère de la Culture dans un pays X devrait soutenir. Allez regarder pourquoi cette loi, est-ce qu'il y a moyen de la changer pour que le peu et les personnes qui sont encouragées, intéressées à le faire, n'ont pas une barrière.
Et il y a aussi la diversification des mécanismes, s'assurer qu'on a de tout. Il y a des programmes d'échange, il y a de la mobilité, il y a de la contribution de nature, il y a de l'investissement, il y a du prêt à taux zéro, il y a tous ces outils-là qui sont à disposition. Et puis aussi l'accessibilité. Il ne suffit pas d'avoir des mécanismes. Quand on conçoit des mécanismes, sur le principe, sont intéressants, sauf que les critères d'accessibilité ne sont pas adéquats à l'écosystème, c'est comme si on n'a rien fait. Exemple, je ne cite pas des noms, mais il y a une grande banque panafricaine qui a designé un programme, une facilité de financement pour le cinéma. Très bien, ça n'existe pas, on est très content. Sauf que, on appelle ça le ticket entry. Il est tellement grand que peut-être 5 boîtes en Afrique puissent vraiment bénéficier de cet outil. Peut-être que c'était ça leur target, ça tient la route. C'était juste un exemple pour le montrer. Donc, il faut aussi s'assurer que ces mécanismes sont accessibles à toutes les catégories ou tous les acteurs de l'écosystème. Et notamment les plus petits, qui sont souvent lésés. Il faut qu'il y en ait pour tous. Je design des outils pour les petits, les moyens, les grands, les individuels, les entreprises, les collectifs, les coopératives. Il faut que je mette en place un système, un écosystème, que tout trouve tout. Parfait. Merci, Madame Wafa. Monsieur Ousmane, comment les outils de planification et les études économiques et le renforcement des capacités peuvent-ils aujourd'hui contribuer à l'émergence de modèles économiques plus adaptés aux réalités africaines? Madame Wafa nous a parlé du cas du Niger, qui était très concret. Ok. Merci. Il faut noter que je voulais revenir sur certaines situations de déficit, d'insuffisance en matière d'infrastructure, en matière de mobilité, que le CIRAV, en tant qu'organisme de coopération, a organisé des actions. Par exemple, en 2022, on a organisé un atelier régional à Dakar sur les infrastructures et équipement des arts du spectacle vivant, avec toutes les institutions d'infrastructures au niveau africain, avec la collaboration des partenaires et des États. En matière de mobilité, il faut dire que nous sommes dans la dynamique parce que nous organisons régulièrement des activités sur la mobilité, c'est l'une des missions. On se rappelle, au Massa 2024, on a organisé une table ronde sur la mobilité des actifs des professionnels. Il faut dire que le CIRAV a expérimenté le soutien à la mobilité à travers un prix CIRAV Mobilité. Voilà, c'est le prix soutien la mobilité des jeunes créateurs, voilà, dans les filières arts vivants, dans le cadre du développement de leurs projets qui concourent à la promotion des arts vivants et à la mise en œuvre de la Convention 2005. Donc en 2020 et en 2021, on a expérimenté ce prix, mais les situations conjoncturelles on n'a pas facilité la continuité de ce prix. Nous sommes en train de relancer, voilà, ce processus. Donc il faut dire que en matière de planification, des grandes actions sont prévues, notamment des plaidoyers collectifs, des projets de collaboration, la création des clusters et des coopératives par filière, voilà, qui permettent vraiment la mutualisation des ressources, le renforcement du pouvoir de négociation des acteurs culturels, de mieux défendre les intérêts et de structurer les écosystèmes économiques prévus. Le partage des lieux, de matériel, de compétences et de moyens entre les différentes structures, optimiser l'utilisation des actifs. Exemple, au Burkina Faso, il y a la plateforme culturelle du Burkina qui regroupe 5 associations. Il y a le développement des créations conjointes, des tournées partagées ou des festivals communs pour mieux accroître la visibilité et l'impact artistique. Donc, quelques exemples en matière de ce type de collaboration que le CIRAV, à travers l'insertion dans les réseaux d'organisations par lesquels des financements sont captés pour les acteurs de la filière. Et en 2018-2019,
2021, il y a eu le projet Culture at Work Africa, financé par l'Union européenne où le CERAV était membre. Et dans le cadre de ce projet, le CDC, le Centre de développement chorégraphique intermédiaire du Burkina Faso, a mis en œuvre un projet en collaboration avec une association NEMA au Niger, projet Hors Limites. Il y a aussi le CITO, le Centre international de théâtre de Ouagadougou, a mis en œuvre un projet Mirage et Perdition par le CITO, en collaboration avec une association au Mali, Acte 7. Donc, c'est des types de financements qui sont appréciés par les bailleurs de fonds, puisqu'on a assisté en 2025 au lancement régional de Ouagadougou, du projet partenariat Afrique-Europe pour la culture. Donc, c'est une initiative qui vise à renforcer la création culturelle et la coopération entre artistes créateurs et acteurs culturels, donc africains et européens, dans le but de promouvoir le dialogue interculturel, la diversité et une meilleure compréhension mutuelle. Donc, voilà. Monsieur Ousmane, à la lumière de vos réponses et vos insights, on saisit plus l'importance de la coopération régionale et la mutualisation des ressources qui sont finalement un des leviers les plus essentiels pour bâtir un écosystème structuré, solidaire, durable, surtout lorsqu'on parle par exemple de la sous-région. Et sans transition, je passe à Monsieur Sylvain. Quelles sont selon vous les formes de coopération culturelle, artistique, citoyenne ou institutionnelle qui aujourd'hui semblent être les plus prioritaires pour accompagner durablement les acteurs des arts vivants en Afrique? Votre micro, Monsieur Sylvain. Je disais que ma réponse va venir aussi confirmer ce que disait Madame Belkacem tout à l'heure. Juste, je vais faire une petite discussion par rapport à votre question sur la problématique de la mobilité. Je pense qu'elle a vraiment pointé quelque chose d'essentiel. La mobilité est réellement, après le financement bien sûr, est réellement le frein à tout ce qui peut être partenariat, à tout ce qui peut être échange, à tout ce qui peut être création inter-pays, etc. On a effectivement, et elle l'a bien dit, des accords aujourd'hui qui peuvent être bilatéraux ou régionaux sur les déplacements, mais le financement même du déplacement doit être absolument inclus dans les financements qui sont proposés à la fois par les collectivités, par les privés, etc. C'est très facile de dire votre projet me plaît, je vais poser 500 000 francs CFA sur la table, et d'oublier qu'à côté, il y a 200 000 francs CFA pour faire le déplacement, pour aller rencontrer ses partenaires et travailler sur place pendant 2 semaines. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Pour répondre à votre question, je pense qu'il manque un outil important, et vous me direz si j'ai répondu, il manque un outil important en ce qui concerne les financements. C'est le travail commun et partenarial entre les différentes possibilités de financement, que ce soit l'État, les collectivités locales, les sponsors, entreprises, etc., les banques, ou simplement un mécène ayant de l'argent, pas de structure, mais qui voudrait porter un projet culturel. Moi, je suis plutôt un fervent partisan de créer des commissions mixtes entre ces différents acteurs, non pas des fonds mixtes, parce qu'on sait très bien que la gestion de l'argent est compliquée, mais des commissions mixtes où on peut inviter justement sur sélection les porteurs de projets qui peuvent présenter à ces différents investisseurs ou à leurs représentants leur projet, et puis chacun d'entre eux peut dire, ben voilà, je suis intéressé, je peux prendre 10%, 20%, 30%. Et si ces commissions mixtes avaient lieu
dans les pays qui sont structurés aujourd'hui et qu'elles se réunissaient tous les mois avec un financement annuel pour chacun d'entre eux dès le départ, eh bien, on pourrait avancer beaucoup plus vite dans l'aide à la création. Ça, c'est vraiment un outil qui manque. Ensuite, c'est aussi les structures culturelles d'importance doivent porter les plus petites. Elles doivent les aider à entrer en synergie, elles doivent les aider à se former, elles doivent les aider à structurer leurs projets. Il y a ici sur le Bénin, je ne sais pas dans d'autres pays, mais ce qu'on appelle le projet clé, qui est un projet autour de l'entrepreneuriat et des centres de ressources. Et nous, ici au Bénin, avec le groupe Empire, on développe un de ces projets en spécialisant sur les métiers de la culture pour accompagner justement les différents acteurs. Et le fait de pouvoir porter un projet comme celui-ci va aussi nous permettre de pouvoir aider à structurer les plus petits projets. Et puis peut-être à les aider à les présenter, à les pitcher, à pouvoir aussi les structurer financièrement, savoir de quoi ils ont besoin, etc. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais beaucoup de choses ont déjà été faites. Il faut maintenant observer et accompagner. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, merci Monsieur Sylvain. En fait, privilégier le travail sur le synergie avant d'aller vers des projets beaucoup plus grands, avant d'aller vers des fonds communs. Mais je note aussi le parrainage pyramidal, donc qui va justement où les plus grandes soutiennent, donc qui sont la base, et pour pouvoir élever les plus petites structures. Ça paraît cohérent et ça renseigne aussi sur l'importance de l'entraide, qui finalement un des fondements de la culture africaine. Donc, si on réactualise des fondements ou des principes qui sont finalement endémiques chez nous, on peut les adapter à des conjonctures actuelles, je suppose. Alors, ça ne peut se faire que si les acteurs culturels dans le système ne sont pas sous l'emprise de la structure la plus importante. On doit leur laisser toute leur créativité, on doit leur laisser toute leur indépendance. C'est, je dirais, le principe de base. Une fois que ce principe de base est conventionné, eh bien, on peut effectivement accompagner. Merci, merci beaucoup. À Monsieur Haussmann, je voudrais aussi poser une question sur les politiques publiques qui vous apparaissent prioritaires dans les années à venir pour stabiliser et renforcer l'écosystème du spectacle vivant en Afrique. Ok, merci pour... il faut dire que l'une des missions phares du CERAV aussi, c'est le renforcement des capacités. Il faut savoir que il y a des ressources humaines qui sont là. Le secteur quand même souffre d'un manque de compétences entrepreneuriales et managériales. Donc, les formations privilégient les aspects vraiment artistiques au détriment de la gestion, de la commercialisation et de la digitalisation. Donc, le CERAV dispose d'une banque d'experts, voilà, qu'il met à la disposition des acteurs pour le renforcement de leurs capacités et de remplacement et des compétences. Donc, car le capital humain, quand même, c'est un levier déterminant. Il s'agit de former quand même les acteurs aux compétences managériales, juridiques, numériques et commerciales, en incluant des modules spécialisés dans les écoles artistiques, en développant des offres de formation continue précisées. Donc, nous sommes dans cette dynamique, mais il ne faut pas oublier aussi l'influence technologique, donc le numérique. Il faut moderniser l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, le numérique transforme carrément la production, toute la chaîne. Donc, il y a des plateformes qui commencent à émerger, donc, dont nous allons appuyer, mais qui font face carrément à la concurrence au niveau international. Donc pour réussir ça aussi, les acteurs doivent être formés au marketing digital, à la logistique internationale, à la
relations clients en ligne, donc des modèles de monétisation adaptés aux mobiles, principal mode d'accès à l'Internet doivent être vraiment développés. Au niveau Burkina, quand même, il y a eu vraiment des solutions digitales qui ont été développées. Il y a Bioticré, plateforme sous l'application digitale et des sites web qui vise à développer la dimension économique du secteur. Il y a mamzik.com aussi pour la musique. Voilà. Donc aujourd'hui, la transformation... Oui, pardon. Oui, je vous laisse terminer. Non, ça va, allez-y. Merci. Donc aujourd'hui, la transformation numérique est un des outils les plus importants et les plus probants aujourd'hui pour pouvoir justement suivre l'évolution des ICC en Afrique. Pour Madame Wafa, je voudrais poser une question. Quelles conditions doivent être réunies selon vous pour que tous ces modèles coopératifs et solidaires dépassent le stade de l'expérimentation et deviennent de véritables piliers effectifs de l'économie culturelle sur notre continent? Je répondrai ça, mais je voudrais juste Il y a un petit souci avec votre micro. Allô, vous m'entendez? C'est mieux comme ça? Oui, mais il y a un écho. Je ne sais pas, j'ai rien touché depuis tout à l'heure. Attendez, je vais arrêter et reprendre. Allô, c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Beaucoup mieux. D'accord. Et donc, moi, je ne suis pas de votre avis qu'un des problèmes d'accès aux ressources, c'est que les grandes structures empêchent les petites ou les orientent pas. Pourquoi? Parce que dans un écosystème, on a besoin de grandes structures qui soient des locomotives de l'écosystème. On a besoin qu'il se crée dans chaque pays africain une structure qui devient le point d'ancrage de l'écosystème et pas une structure étrangère. Avec tout le respect que je dois, c'est nos partenaires, nos amis, mais il n'est pas normal que dans un pays X, le hub, c'est-à-dire l'emblème, la référence culturelle soit un centre de coopération d'un autre pays. Ce n'est pas normal. Le problème, pourquoi on n'arrive pas à être là? Le problème, c'est que le système eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure, comment on finance les acteurs? Par de facto, on les met en compétition. Donc, ça pervertit justement cette relation de dominant-dominé et qu'on cache et qu'on empêche les autres de grandir. Donc, je pense que le problème, ce n'est pas c'est-à-dire, c'est pas aux structures puissantes qui sont là de leur demander de ne pas adopter une stratégie de survie, parce que ça devient une stratégie de survie, de essayer de capter parce qu'il y a très peu de ressources et que les moyens de partager les ressources sont uniquement par procédé de compétition, par procédé compétitif. D'accord? Donc, le problème, il n'est pas vraiment là, c'est que les mécanismes on met en place pour qu'il y ait pour les grands, pour qu'ils continuent à grandir, parce qu'on a besoin qu'on ait des structures qui passent à l'étape suivante, mais que aussi il y en a pour les petits. Donc, je pense que ce qui pervertit la relation, c'est pas le mindset, c'est plutôt le système lui-même qui met les gens de facto en compétition. Maintenant, je viens à la question de la digitalisation. Mais évidemment, aujourd'hui, tu peux pas, c'est-à-dire, ne serait-ce qu'on parle dans les arts de la scène, nous sommes dans un secteur qui est basé sur la propriété intellectuelle. Et donc, la diffusion aujourd'hui, en grande partie, se fait sur le digital. Donc, rien que ça a une transformation totale sur les business models, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je parle en général. Maintenant, si on vient carrément aussi à d'autres méthodes de mobilisation de ressources, est-ce que vous savez qu'on fait du fundraising avec le gaming? Intéressant. Très peu de gens le sachent parce que on continue, mon métier est encore regardé comme un petit truc pour écrire un projet. Pourtant, c'est une compétence, c'est un savoir-faire à part. Ça fait 20 ans que CFW ne fait que ça. Pardon, 15 ans, 20 ans, c'est moi qui fais que ça, mais CFW existe en Afrique depuis 14 ans, 15 ans, et on fait ce renforcement. Là, je vous parle de Kampala. Je tourne en Afrique en accompagnant des entrepreneurs, des artistes, des associations. Et je vois que c'est trop difficile c'est-à-dire qu'il y ait très peu de gens qui font ce métier, mon métier, qui font ce service, rien que ça, pour qu'on puisse être à la pointe, pour qu'on puisse, nous, ici, dans les pays africains, savoir faire du fundraising avec le gaming, savoir aller sur Discord et faire du crowdfunding, savoir faire des trucs comme ça. Et ça, c'est très difficile. Moi, j'avoue que, à force d'être sollicitée, de faire déjà à la base, j'ai du mal à transmettre
l'autre niveau qui est le digital, sur comment digitaliser, à part ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire si on est dans la musique, effectivement, la monétisation, la vente en ligne, etc. En ça, on le sait, mais il y a tellement de choses, il y a énormément d'innovations, il y a énormément d'outils, on passe à côté parce que il y a très peu de gens qui se positionnent sur ce que je fais et que c'est un métier qui est difficile lui-même à vendre. C'est-à-dire, si je vais voir un bailleur, un ministère, investisseur pour lui dire je veux faire ça, financer ce que veut faire CFW, jamais à part, non. Tout seul, non. Mais ça doit faire partie d'un autre programme. On va faire un grand programme de renforcement de capacité et on va toucher en tout, en petit, mais je vais avoir très peu de gens qui vont me suivre dans ce que j'ai envie de faire. Et donc ça aussi, c'est un mindset. Je reviens vraiment à l'éducation de ceux qui soutiennent. On a vraiment besoin de beaucoup de travail sur ceux qui soutiennent l'art et la culture. Voilà. Merci, merci Madame Wafa. Monsieur Sylvain, un petit commentaire sur… Alors, je suis étonné, Madame Belkacem, parce que je n'ai pas parlé de structures extérieures, structures étrangères ou coopérantes. J'ai bien parlé, par exemple, des grands festivals qui aujourd'hui donnent le là dans beaucoup de pays, puisqu'on s'aperçoit notamment en Afrique de l'Ouest que les festivals prennent beaucoup d'ampleur et que leur accompagnement peut être, je vais citer un exemple, j'ai parlé de danse tout à l'heure, donc je vais rester sur la danse. Vous pouvez programmer un spectacle amateur de danse en devenir parce que vous trouvez que ce qui est présenté dans son idée, dans son concept est intéressant. Mais en tant que direction d'un festival, vous pouvez dire aussi je les accompagne dans la progression de ce qu'ils vont présenter en leur offrant 8 jours de travail avec, je ne sais pas, des musiciens en ce qui concerne la musique d'accompagnement, avec des ingénieurs en ce qui concerne la mise en scène, le son, etc. C'est ça aussi l'accompagnement qui peut être proposé. Et ce n'est pas un accompagnement qui vient mettre sous l'éteignoir, c'est un accompagnement justement qui vient porter pour que ensuite cette petite structure puisse présenter son spectacle sur d'autres scènes. C'était plutôt dans ce sens-là que j'étais intervenu tout à l'heure. Merci beaucoup. Je pense qu'à présent, on peut passer à une question transversale pour clôturer cet échange. Si vous deviez, je reste avec vous, Monsieur Sylvain, si vous deviez identifier une action prioritaire à mettre en œuvre dès aujourd'hui en matière de financement, de gouvernance, de coopération, quelle serait selon vous la clé pour construire une économie des arts africaine durable, solidaire, juste, créative, mais surtout porteuse et créatrice de richesse? Écoutez, au regard aujourd'hui du foisonnement culturel sur le continent, je pense, et ça a été dit aussi tout à l'heure par M. Ousmane, c'est le renforcement des capacités, c'est la formation. Je crois que s'il y a de l'argent à investir, c'est sur ce modèle, la formation, le renforcement des capacités qui permet justement que des acteurs culturels en devenir puissent progresser et puis que ça ne fasse pas, pour certaines idées qui peuvent être intéressantes, ça ne fasse pas un flop parce que derrière, ils n'ont pas la capacité dans la production. Je vais citer un exemple que j'ai trouvé très étonnant. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, notamment musique, groupes de musique, live, etc. La plupart d'entre eux cherchent à se vendre par eux-mêmes. Il n'y a pas de structuration d'agents, ou très peu, ou que pour les grosses pointures. Il n'y a pas de structuration d'entreprises qui peuvent justement regrouper plusieurs artistes pour essayer de faire leur production, etc. Le renforcement de la capacité passe par le renforcement des métiers annexes à l'artiste. L'artiste seul ne peut pas tout faire, ça n'est pas possible. Il a besoin d'exister dans son art et de créer. Tout le reste, c'est de l'engineering qui doit être porté par un renforcement de capacité et par de la formation. Et ça, je pense que c'est l'axe prioritaire de mon observation, bien sûr. Donc aujourd'hui, l'ingénierie culturelle doit être vraiment au centre des priorités parce qu'on ne vend pas un talent brut.
chose qu'on faisait il y a 10 ou 20 ou 30 ans, mais plutôt un produit prêt à exporter surtout, parce que on revient à la question de la mobilité, c'est pouvoir exporter nos talents pour pouvoir capter des richesses ailleurs. C'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. Plus on a d'acteurs, de toute façon, plus on fait rayonner la culture locale. Donc l'accompagnement et cette richesse-là permet justement d'exporter. On peut aussi, mais là c'est sur un autre domaine, hein, c'est favoriser tout ce qui est travail collectif entre pays, etc., pour créer aussi des projets qui soient soutenus sur plusieurs formes artistiques et puis qui permettent de faire passer plusieurs modèles artistiques dans leur création. Merci, Monsieur Sylvain. Madame Wafa? Alors, je ne suis pas très différente de ce que dit Monsieur Bacle, donc mais plutôt pas la formation, mais j'irais plus que ça, sur la professionnalisation. Parce qu'il ne suffit pas d'initier quelqu'un à quelque chose pour que ça apporte ses fruits. L'idée, c'est pas de transformer, c'est-à-dire l'artiste, il sache faire du fundraising, c'est que rendre autour de lui des gens qui ont cette compétence à un niveau avancé. Mais il y a un élément qui est très important. Pareil, je disais tout à l'heure à l'écosystème, il y a la diversité, l'accessibilité, mais aussi le affordability. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on pourrait faire face auquel après, c'est que ces services sont tellement rares, c'est-à-dire le niveau de qualité des professionnels pour un métier ou pour une compétence, sont tellement rares qu'ils deviennent trop chers pour être accessibles. Donc, l'accessibilité de ces services-là, d'un point de vue financier, est importante. On peut avoir plein de fundraisers, de managers, et c'est pour ça, comme vous disiez, par exemple, M. Bacle tout à l'heure, que c'est eux-mêmes qui essaient de se vendre. Des fois, c'est pas faute de le savoir qu'il faut le faire avec quelqu'un, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir quelqu'un qui le fasse pour eux. Donc, la question de affordability va de pair avec la formation. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faudra peut-être qu'on fasse attention à cette question de accessibilité financière, que ce service-là soit rendu qu'il existe plus dans l'écosystème. Du coup, ça rend le service accessible. Ouais. Qu'entendez-vous par rendre le service accessible concrètement? C'est-à-dire accessible financièrement. Par exemple, s'il y a très peu de spécialistes de mobilisation de ressources professionnelles, donc le tarif de la personne qui existe, qui est sollicitée par tout le monde, il va être élevé ou il va être sollicité par les gens qui ont les moyens de l'attirer plus que d'autres. Donc, ça rend mon service à moi, par exemple, trop cher pour un jeune artiste. Donc, il n'y a qu'une seule façon. Moi, par exemple, l'expérience que j'ai fait pour pouvoir le rendre accessible, c'est de financer, en fait, cette espèce des unités d'appui. C'est-à-dire, l'artiste, par exemple, pour la mobilisation de ressources, c'est pas écrire un projet, c'est toute une stratégie, c'est un travail sur toute l'année. Donc, un jeune artiste ou un jeune collectif ou une jeune association ou un jeune centre culturel, il ne peut pas me mobiliser, par exemple, moi, sur toute une année, je suis trop chère. Ce qu'on propose, on a un programme qui s'appelle le Apprenticeship Programme, c'est que un groupe de jeunes, ils sont basés chez moi, mais ils travaillent, ils sont partagés. Donc, un jeune qui est en même temps en train d'apprendre le métier avec moi et qui va travailler pour 3-4 organisations, 3-4 associations en même temps. Les deux vont évoluer ensemble. C'est-à-dire, en même temps que ce jeune est en train d'apprendre son métier avec moi, en chapeautant et en transmettant le savoir, l'association ou les 3 clients, soi-disant sans portefeuille, ils vont aussi évoluer financièrement de manière qu'au bout de un certain temps, les deux peuvent créer des tandem et partir ensemble. À un moment donné, un des personnes qu'on accompagne, il va devenir financièrement assez solide pour dire, tiens, maintenant, je veux cette compétence en interne et j'ai les moyens d'y accéder. Donc, on appelle ça le programme d'apprenti. Très bien. Merci beaucoup, Madame Wafa. Monsieur Haussmann, sur la question des questions prioritaires. Ok, d'accord, merci. Il faut dire que la mission principale du CELAM aussi, c'est vraiment l'assistance des acteurs, des États, des acteurs pour l'élaboration de politiques, de stratégies, de visions pour le développement des arts vivants et des ICC. Aussi, l'assistance de ces acteurs-là pour la soumission, pour la soumission de nos projets de financement du Fonds international pour la diversité,
culturelle. Donc, c'est vraiment inviter les structures à passer vraiment d'une logique artisanale à une démarche entrepreneuriale structurée. Donc, je vais d'abord dans le sens de WAFA, se formaliser et se professionnaliser en créant des entreprises culturelles et en acquérant des compétences clés, comme j'avais cité, gestion, marketing, fiscalité, stratégie digitale, etc. Mais aussi adopter une stratégie numérique prioritaire en utilisant des réseaux sociaux, les plateformes, les outils d'analyse pour atteindre de nouveaux publics, monétiser les contenus, structurer des chaînes de distribution autonomes. Et enfin, créer des clusters, comme j'avais annoncé, des coopératives, afin de mutualiser quand même les ressources, l'équipement, logistique. Ça permet vraiment de renforcer le pouvoir de négociation des acteurs et de structurer des écosystèmes économiques pérennes. Donc, merci. Merci à vous. Je vais un peu vous retenir pour une autre question supplémentaire. Et quelles sont, selon vous, dans ce contexte de transformation, les pratiques culturelles qui vous paraissent les plus innovantes en matière organisationnelle ou communautaire que vous avez pu observer justement chez les opérateurs locaux? Si on peut avoir des exemples concrets. Exemple concret, je pense que j'avais cité des projets en collaboration, de collaboration avec des structures dans plusieurs pays, dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets financés par l'Union européenne, comme le CITO et puis le CDC. Je pense qu'en matière de collaboration appréciée aussi par le bailleur de fonds, je pense qu'on peut citer le Festival international de théâtre et de manonnée de Ouagadougou, le FITMO, vraiment que j'ai apprécié. C'est un festival organisé par plusieurs pays et qui a suscité vraiment la création d'un circuit de distribution de spectacles en Afrique, appelé la route des arts pour l'intégration africaine. Donc, ça c'est un exemple pour pouvoir diffuser carrément vraiment le spectacle partout en Afrique. Donc, merci. Merci, Monsieur Haussmann. Merci, Monsieur Sylvain. Wafa, merci beaucoup. Je vous remercie. Si on peut un peu résumer, économie des arts vivants, survivre, se réinventer et coopérer. Donc, le panel d'aujourd'hui, il a mis en évidence la fragilité persistante de l'économie des arts en Afrique. Donc, on en est encore là. Mais surtout, en fait, il y a des questions qui sont inhérentes, notamment le financement, mais surtout la mobilité qui est aussi un marqueur très, très important. Et il y a des difficultés de mobilisation de ressources. Il y a une forte dépendance au financement extérieur et un écosystème encore insuffisamment structuré. Le manque de données statistiques fiables demeure un frein majeur à la reconnaissance économique dans le secteur, alors que même que la culture représente 3,9 en 2005, si j'ai bien noté, ça reste toujours embryonnaire, mais c'est toujours en voie de développement. Nos échanges ont souligné aussi l'impact des crises successives. Le Covid-19, on en sort, mais il y a encore des séquelles, ou encore l'insécurité, l'instabilité économique, et surtout des contraintes de mobilité qui ont accentué la précarité de nos artistes et opérateurs culturels. Donc, dans ce contexte, le fundraising apparaît pas comme une solution, mais comme un des axes à privilégier. La diversification des modèles économiques et la coopération apparaissent aussi comme des leviers essentiels de la résilience. Enfin, je pense que le rôle des réseaux et organismes panafricains, tels que le CERAV, qui ont été identifiés comme déterminants pour renforcer, structurer le secteur, favoriser la mise en réseau des acteurs et surtout accompagner l'émergence des modèles plus solidaires, plus justes, mais surtout plus durables pour nos artistes. Donc, je vous laisse un petit mot de la fin. Madame Wafa, parce que je sais qu'elle va devoir nous quitter dans un petit moment. Merci, vous entendez mes étudiants qui attendent, donc je vais y aller. Bon, le mot de la fin, je pense qu'il faut juste sur une note positive.
les problèmes qu'on rencontre, ce sont des problèmes qui existent ailleurs aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas se flageller. L'Afrique, c'est toujours la misère et il y a des problèmes. Et d'ailleurs, l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Donc, on a des pays qui ont des niveaux de hardship, comme on dit, qui sont totalement différents. Il y a des pays qui font de très belles choses, ça se fonctionne très bien, d'autres moins. Donc, il y a beaucoup à apprendre les uns des autres et que on a des problèmes dans d'autres pays. Les problèmes sont différemment. Les problèmes d'accès aux ressources existent ailleurs, mais à des degrés, à des échelles différentes. Donc, il ne faut pas se décourager. On a des problèmes, on en parle et on va le résoudre. Mais ce n'est pas pire qu'ailleurs. Voilà. Merci, Madame Wafa. J'ajouterais aussi que notre plus grande ressource, ce sont nos artistes, c'est l'humain. C'est nous qui sommes la plus grande valeur ajoutée dans le secteur culturel en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Madame Wafa. Monsieur Ousmane? Le micro. Merci. Ok. Merci. D'abord, remercier vraiment les organisateurs, nos cultures Massa, pour associer le CIRAV à cette thématique vraiment pertinente et d'actualité qui entre en droite ligne avec vraiment les missions du CIRAV Afrique, vraiment l'accompagnement des acteurs pour le développement des arts vivants, pour la coopération et la diplomatie pour la mise en œuvre de la Convention 2005. Donc, en résumé, c'est vraiment dire que l'économie des arts vivants est une ressource vraiment sous-exploitée, donc avec un immense potentiel pour le développement durable en Afrique. Donc, ça nécessite vraiment des investissements et des politiques ciblées. Voilà, c'est-à-dire inviter tous les acteurs publics, tous les acteurs publics à prendre en compte la culture vraiment dans leur plan de développement, vraiment pour réaliser pleinement son impact économique et social. Je vous remercie. Merci. Avant de vous donner le mot de la fin, Monsieur Sylvain, nous avons une petite question qui est apparue, question des spectateurs, de Madame Sarah Lalou. Elle nous demande en fait quelles sont les stratégies que visent vos structures pour ne plus dépendre de financement de l'Union européenne et vers une autonomisation des arts en Afrique. Je crois que ça rejoint ce qui a été dit là dans la matinée, c'est-à-dire que on doit structurer dans chacun des pays la coopération entre l'État, les collectivités locales, les sponsors financeurs et les banques. Dès l'instant où on pourra avoir des programmes communs de financement ou des commissions communes d'études de projets avec des actes volontaires de financement, on commencera à créer de l'indépendance dans la création et dans l'accompagnement. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus dire non au financement de l'Union européenne, des coopérations bilatérales de certains pays d'Europe. C'est une manne financière qui peut être bien utilisée et qui peut aider aussi les artistes à grandir et puis le pays à pouvoir faire rayonner, notamment dans le cadre de la mobilité, parce que souvent c'est dans le cadre de la mobilité, à faire rayonner les arts qui sont propres à chacun des pays. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une dualité entre les deux. Mais effectivement, il faut travailler sur la structuration locale de chacun des pays et prendre ce qu'il y a de mieux, la mobilité notamment, en ce qui concerne l'Union européenne ou les coopérations bilatérales. Merci. Merci, Monsieur Sylvain. Monsieur Ousmane? C'est quand même au niveau de nos États, c'est quand même mettre en œuvre une fiscalité incitative, voilà, pour soutenir quand même la création culturelle. Voilà. Cela inclut des exonérations fiscales temporaires, voilà, pour les jeunes entreprises créatives, un crédit d'impôt à la création ou encore une TVA vraiment différée. Donc, voilà. À défaut d'une réforme
un moratoire fiscal temporaire est recommandé pour soulager les structures vraiment les plus fragiles. Donc, c'est aller vers des projets participatifs au niveau interne. Voilà. Merci. Merci, merci, Monsieur Haussmann. Donc, on revient au mot de la fin pour Monsieur Silva, pour clôturer notre panel. Bien, écoutez, je ne sais pas si je suis la personne la mieux positionnée pour donner le mot de la fin. Tout d'abord, je voudrais dire que ce qui est très important, c'est effectivement la collaboration. Ce qui est important, c'est d'apporter et d'échanger. Moi, j'ai fait le choix effectivement de venir m'installer en Afrique. J'ai fait le choix de vouloir ouvrir largement mes compétences et mes savoir-faire pour en faire profiter un maximum de personnes, pour aider et structurer. Je pense qu'à l'échelon même des artistes, des techniciens, des producteurs, le travail doit être le même, peu importe ses origines. On doit tous penser avant tout à l'évolution du continent, à la structuration artistique du continent et à la professionnalisation. Si on avance tous dans le même sens sans avoir de hier, eh bien, je pense que dans les années à venir, parce que l'Afrique est le continent le plus en pointe aujourd'hui sur la création, et il faut en être fier, je pense que si on suit des modèles comme celui-ci de coopération locale et entre pays, on arrivera effectivement à faire émerger de nouvelles spécialités artistiques et des artistes en progression. Merci, Monsieur Silva. Monsieur Haussmann, vous voulez ajouter quelque chose? C'est pour dire que la fiscalité incitative avec la réduction des taux va quand même inciter le mécénat et le sponsoring. Donc, il faut aussi inviter les États à augmenter le budget des ressources, voilà, au niveau de la culture, parce que le budget est tellement insignifiant. Voilà, et l'orienter vers des mécanismes financiers à effet de levier. Donc, cela peut passer par l'abondement du fonds de garantie, voilà, pour stimuler le financement bancaire. Et aussi peut-être la création de guichets spécialisés adaptés aux différentes étapes de la chaîne de valeur ou des États qui abritent des structures de financement comme le Fonds de développement culturel et touristique de Burkina Faso, malheureusement qui est en train d'être fusionné dans plusieurs autres fonds au niveau national. Donc, merci. Merci, Monsieur Haussmann. Merci pour votre temps. Merci pour votre expertise et tous les partages. Merci beaucoup. Chers spectateurs, on vous donne rendez-vous pour le Forum culturel en partenariat avec le MASA pour le mois janvier. Merci beaucoup.